Le vaccin est comme le coronavirus, un produit qui souffre de son efficacité et de sa publicité. Les gens qui sont contre les vaccins soulèvent souvent des informations qui ne sont pas vraies. Et ces informations qui ne sont pas vraies posent des problèmes parce qu'ils dérangent même la santé publique. Mais la plupart des personnes ont été inquiets. Actuellement, aujourd'hui, Bloomberg tient un site de tracking de tous les vaccins donnés dans le monde et des effets secondaires. Et vous allez vous rendre compte que les narratifs, les histoires des personnes qui racontaient que les vaccins n'étaient pas efficaces ou bien que les vaccins donnaient des effets secondaires qui étaient avec des vidéos commencent à manquer d'arguments parce qu'il y a environ 54 millions de personnes qui sont vaccinées aujourd'hui et très peu d'effets secondaires qu'on remarque dans le monde. En date du 20 janvier, il y avait déjà 54 millions de personnes vaccinées avec des effets secondaires qui n'étaient pas si majeurs que ça. Tandis qu'on va se rendre compte d'un côté également, quels sont les pays qui vaccinent le plus. Vous allez vous rendre compte qu'Israël, qui est le pays modèle actuellement, qui a déjà vacciné environ 13% de sa population. On n'en fait pas l'objectif de ce débat, mais si on devait calculer la quantité de personnes vaccinées par le R0 pour atteindre un niveau de vaccination qui donnera une couverture vaccinale pour avoir ce qu'on appelle une immunité collective et arrêter la transmission qui est à environ 60%. L'Israël s'en avance beaucoup, les pays occidentaux s'en avancent beaucoup, et vous verrez qu'il y a très peu de pays africains si c'est top 10, quand bien même la vaccination a déjà commencé en Afrique, au Maroc, en Égypte, et l'Afrique du Sud bientôt va commencer à avoir ses doses. Je profite de cette tribune pour parler d'une approche qu'on appelle la mésinformation et l'infodémie. La désinformation, la COVID-19, c'est la première pandémie de l'ère numérique. Nous sommes dans une période où, comme maintenant, avec un système informatisé, on peut se parler de par le monde. Il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, au Congo, en Irlande, de par le monde, qui nous suivent. Donc, l'information circule tellement rapidement que la bonne information et la mauvaise information peuvent également circuler. Donc, la désinformation, c'est lorsqu'il y a beaucoup trop d'informations, les gens ne savent plus se retrouver. Il y a des vraies informations et des fausses informations. Mais avec une difficulté, c'est que la plupart des médecins qui ont la bonne information vont publier dans les revues scientifiques que l'homme de la rue ne lit pas et qu'il n'y a pas de vulgarisation. On va se retrouver qu'il y a beaucoup d'informations dans l'espace public et ces informations arrivent à ce que les gens ne savent plus quoi faire. Surtout, vous avez des informations qui sont là pour pouvoir décourager, même si elles ne sont pas vérifiées, elles sont fausses, pour décourager les gens. Ça peut être fait par des individus qui partagent des informations, soit par simple bonne foi ou ignorance, il ne sait pas, il a reçu une vidéo et il la partage, ou bien il y a des groupes préparés, des groupes qui sont préparés, certains médecins, c'est comme Frontline Doctor, ils vont parler, certains sites internet comme les Playbar de David Bannon, les gens de QAnon et certains groupes complotistes qui mettent en place des vidéos ou bien qui coupent des vidéos hors contexte pour vous expliquer par exemple qu'il y a la désinformation, les vaccins ne fonctionneraient pas et autres. Cette désinformation amène les gens, maintenant les peuples, dans la confusion, dans la prise inutile des risques de santé. On va vous dire que le Covid n'est pas là, les gens qui chantent Covid est dans le Kuta. Conséquence, les gens prennent des risques inutiles, ils mettent en danger leur propre vie et la vie d'autrui, induisant par ce discours insidieux une non-confiance aux institutions de l'État, parce que les gens qui partagent certaines vidéos qui sont fabriquées en Occident et autres, ne savent pas que la plupart de ces groupes sont des groupes anarchistes qui sont contre l'autorité établie, et ça empêche de faire confiance aux mesures de santé publique. Aujourd'hui, tout le monde, raison pour laquelle ce genre d'information est important pour pouvoir donner la bonne information, savoir de quoi on parle quand on parle des vaccins. Quelqu'un va vous dire, le vaccin n'est pas bon, mais de quel vaccin on parle? Parlons-nous des vaccins ARN messager? Parlons-nous du vaccin vecteur? Parlons-nous du vaccin virus atténué? De quel vaccin on parle? Pourquoi cette désinformation? Parce qu'aujourd'hui, l'information est différente. Moi, quand j'étais jeune au Congo, il y avait des chaînes de télévision, Kin et Brazzaville, point barre. Il y avait des journaux, et Lima et Salongo. Aujourd'hui, tout le monde avec un simple appareil téléphonique, téléphone, peut
faire sa vidéo, propager, ça sera propagé 1000 fois. Tout le monde, avec un simple, on a des infos par Internet, par journaux, par simple podcast, chacun peut faire son information. Même cette vidéo, elle passe également sur plusieurs médias. Raison pour laquelle tout le monde est devenu éditeur, tout le monde est devenu disséminateur d'informations. Les règles ont changé, les gens ne suivent plus les règles. Raison pour laquelle nous qui connaissons, donnons l'information, parce qu'on a des problèmes avec la COVID-19. Nous combattons et la pandémie et nous combattons la désinformation. Parce qu'une vidéo qui a été produite à Kinshasa peut rapidement faire le tour du monde. Et une vidéo qui a été produite, ou une information, ou bien un test, un tweet qui a été mis hors contexte, va faire rapidement être partagé, visionné 1000 fois. Raison pour laquelle l'OMS a inventé une science qu'on appelle l'infodémiologie, qui est une science en pleine formation. Ce n'est pas une science qui apprend. On prend les principes de l'épidémiologie, on l'applique à l'épidémie de l'information. Et c'est une approche qui est multisectorielle. Ça demande que les journalistes soient un peu plus informés parce que, qu'est-ce qui arrive? Les journalistes ont ce qu'on appelle un biais d'analyse. Il va mettre une information scientifique vraie au même titre qu'une rumeur. La personne qui suit ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous savez, demande les épidémiologistes, ça demande ceux qui ont fait les sciences publiques, ça demande les gens qui font la communication pour percevoir les risques, ça demande les gens de l'éthique, ça demande les gens qui travaillent sur le terrain, ça demande les gens qui ont fait le marketing, les gens qui ont fait les sciences de comportement, de se mettre ensemble, de mettre en place un nouveau narratif qui permettra à ce que les choses puissent aller de l'avant. L'exemple typique est celui-ci. Comment on combat l'infodémie? Ça veut dire qu'il serait toujours intéressant avant, ce n'est pas l'objectif, mais on a une impression, quand vous avez une première personne qui a une information, elle la partage à trois de ses amis. Mais vous voyez, si une personne vérifie l'information, trouve qu'elle n'est pas vraie, elle ne la partage pas, elle déjà arrête une propagation qui va pouvoir ne pas se propager. Parce que cette personne-ci, même si dans les groupes, il a vérifié que l'information n'est pas vraie. Mais comme la plupart des personnes, tout le monde partage des informations, parfois pour rire, parfois en faisant une blague, et les gens vont partager parfois des informations, mais il y aura une autre personne qui va par exemple double-checker. Double-checker, ça veut dire vérifier l'information par rapport aux sources fiables, par rapport aux sources scientifiques, par rapport aux organismes établis et par rapport aux choses aux personnes qui peuvent donner la bonne information. Et ça pourrait arriver à arrêter la propagation de l'information. Donc, l'infodémie ou bien l'infodémiologie, qui est une approche qu'on ne parlera pas aujourd'hui, peut-être qu'on aura d'autres séminaires pour les faire, c'est une approche qui utilise les principes de la méthodologie, de l'épidémiologie, comme quand on a une infection, nous on a des narratifs, c'est-à-dire les vidéos, les tweets, les WhatsApp, les gens qui ont publié, et même les journalistes qui disent, on doit suivre les narratifs, on doit détecter les problèmes, on doit les détecter, on doit être capable de pouvoir intervenir pour apporter une réponse. La réponse surtout serait de pouvoir apporter la bonne information, arrêter la mésinformation avant qu'elle ne puisse se propager et amener des problèmes, faire ce que nous appelons en anglais social listening, c'est-à-dire écouter les réseaux sociaux, écouter les personnes là où ils sont. Si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas d'internet, c'est le journal. Si vous êtes dans un milieu où il ne faut pas quelqu'un qui vous pose un problème, une question, vous lui dites allez vérifier PubMed. Mais les mamans du marché ne lisent pas PubMed. Il faut leur parler. Si quelqu'un vient dire les virus là, non, les vaccins ARN messager, c'est un OGM, organisme génétiquement modifié. C'est simple à dire, mais les médecins vont comment expliquer non, c'est pas ça, il faut aller dans la cellule, faire la mitochondrie, faire les ribosomes. Ça a déjà perdu, les mamans du marché sont déjà perdues avec les ribosomes. Il faut savoir comment intervenir et évaluer et intervenir pour que les gens puissent avoir la bonne information au bon moment et au bon endroit. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mouya. Alors, sans plus tarder, nous avons deux mains levées et nous commençons par Dr Yves Moutiri. Dr Yves Moutiri, si vous avez une question à poser, posez-la directement à Dr Mouya. Merci beaucoup, le modérateur. Merci beaucoup d'avoir organisé cette discussion scientifique. Et je remercie en même temps le docteur Mouya pour l'éclaircissement de
la vaccinologie. J'ai seulement une petite préoccupation. Docteur Mouya a bien dit, normalement, les phases se font en série. Mais cette fois-ci, ça s'est fait en parallèle. Juste une question. Dans l'histoire de la vaccinologie, y a-t-il un moment où on a fait ce genre d'études en parallèle? Et si oui, quel était le vaccin qu'on a fait en parallèle? Les études ont été faites en parallèle et quels étaient les risques? Si non, bon, si oui. C'est ça juste la question, ma préoccupation. Merci, docteur Mouti.